Bonsoir et bienvenue dans l'entretien du jour. Dans le cadre d'Ambition Africa, le rendez-vous économique majeur entre l'Afrique et la France, la RDC a été mise à l'honneur, notamment à travers l'intervention de son Excellence M. Guilain Nyembo Mbouizia, ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement de la RDC, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Nous évoquerons avec lui les partenariats responsables, les réformes économiques, les investissements ainsi que les grands programmes structurants du pays. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci. Alors, monsieur le ministre, vous avez été directeur de cabinet du chef de l'État. Vous pilotez le programme de développement local des 145 territoires destinés à réduire les inégalités et à transformer concrètement le quotidien des populations congolaises à travers des investissements dans les infrastructures sociales de base. Autre axe majeur de votre action, l'amélioration du climat des affaires, où vous coordonnez la mise en œuvre et la vulgarisation des réformes économiques pour attirer davantage d'investissements. Vous êtes aussi à l'origine de la modernisation et du suivi de l'action publique grâce aux plateformes numériques MESAC et CISAC conçues pour renforcer la transparence et l'efficacité gouvernementale. Monsieur le ministre, encore une fois, bienvenue. Merci. Dans l'entretien du jour. Merci, madame. Alors, monsieur le ministre, vous êtes venu à Paris pour participer à Ambition Africa. Vous êtes intervenu avec un message particulier sur le partenariat responsable. Le partenariat responsable. Et donc, on voudrait savoir, monsieur le ministre, sur ce partenariat responsable, pourquoi avoir choisi cette thématique et comment définissez-vous ce partenariat et en quoi est-il urgent d'accélérer sa mise en œuvre? Voilà, donc partenariat responsable parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des cris d'alarme pour dire que le développement social n'avance pas. Donc les Nations Unies, maintenant, depuis 2023, a constaté déjà que pour les objectifs de développement durable, donc il y a déjà un souci pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là, tels qu'évoqués 17 pour 2030. Oui. Donc c'est déjà un problème. Récemment à Doha, donc il y a eu encore ce sommet sur le développement social qui encore a donné encore un autre cri pour dire qu'il est temps de pouvoir aller plus vite dans ce que nous sommes en train de faire. Le monde, les gens continuent encore à crier contre les institutions dans certains pays. Et donc, il est urgent, et voilà pourquoi il m'est semblé utile de pouvoir prendre ce sujet pour évoquer dans cet événement qui est important. Oui, qui dure, nous sommes depuis 2018-2019, si je ne me trompe pas. Voilà, donc responsable tout simplement parce qu'il faut prendre en compte la réalité d'aujourd'hui et les difficultés des populations et donc essayer d'intégrer ça dans notre marche vers le développement. Et donc, il faut aller vite. Responsable, pour moi, c'est tout simplement dire qu'aujourd'hui, oui, même dans les cas des investissements, des investisseurs qui viennent dans nos pays, essentiellement pour la République démocratique du Congo, nous voulons que l'intérêt économique ne reste pas le seul aspect qui est mis en avant. Nous voulons que la question économique puisse donner place aussi aux questions sociales et environnementales. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a plusieurs dégâts dans le monde, des catastrophes naturelles et tout. Oui. Donc nous avons besoin que les investissements que nous avons dans nos pays puissent tenir compte de ça. Le bien-être de l'être humain et puis la question de l'environnement. D'accord. Alors, je rappelle que la RDC, comme je l'ai dit, Ambition Africa a été mise à l'honneur aussi avec l'ANAPI, représentée par la directrice générale, Mme Rachel Pungu Luamba. Oui. Et monsieur le ministre, selon vous, quels sont les principaux leviers pour accélérer les partenariats responsables? Oui. Dans ce que je disais, il y a un aspect que l'on peut ajouter dans ça. Il y a la question de l'éthique aujourd'hui, pour ce qui se passe déjà à l'est de notre pays. Vous avez d'autres investisseurs que nous ne voulons pas qu'ils puissent se permettre de vouloir en même temps venir négocier avec la RDC et en même temps avoir un pied là où se passent les minerais, la question des minerais de sang. Nous voulons que les gens qui s'engagent dans la République démocratique du Congo puissent le faire de manière responsable. Il y a aussi la grande question de la responsabilité aujourd'hui. Au-delà des investisseurs que nous voulons dans le secteur privé, mais nous avons aussi des partenaires en tous les sens qui viennent des ONG, des partenaires
internationaux dans l'ensemble, mais nous voulons que nous puissions ensemble évaluer l'impact de leurs actions sur nos territoires. Nous voulons à ce que nous puissions évaluer ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Alors, en parlant de partenariat, j'ai envie de vous poser la question sur les partenariats publics et privés. Comment ça se passe concrètement dans votre département? Oui, les partenariats publics-privés aujourd'hui, c'est l'axe que nous essayons de développer parce que le besoin que nous avons aujourd'hui de notre développement en termes de ressources, c'est énorme. Donc, oui. Nous avons plus ou moins, grosso modo, 100 milliards pour les 5 années. Et donc, pour nous, ça fait une affaire de 20 milliards chaque année qu'il faut mobiliser. Et dans ça, il y a au moins 46% qui est réservé au secteur privé. Et voilà pourquoi nous développons des instruments pour permettre justement d'attirer les secteurs privés. Donc, quel est l'instrument législatif, par exemple, pour encadrer? Aujourd'hui, nous avons un décret qui est mis en place. Donc, nous sommes en train d'opérationnaliser justement pour permettre au secteur privé d'être mieux informé par rapport aux règles qui sont établies pour pouvoir tisser des partenariats publics-privés avec la République. Des partenariats publics-privés responsables. Voilà, tout à fait. Donc, avec tous les gros investissements que nous avons aujourd'hui à mener dans notre pays, nous pensons qu'il est utile que nous puissions sécuriser tous les privés qui viennent investir dans notre pays. Et quels sont à peu près les plus grands projets en cours en RDC? Aujourd'hui, les projets, il y en a beaucoup. À foison, avec des partenaires multiples. Il y en a beaucoup. Vous regardez la taille continentale du pays. Mais bon, si je prends seulement Inga, où nous avons besoin que le secteur privé puisse avancer. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer la marche. Le barrage. Voilà, le grand barrage d'Inga. Aujourd'hui, nous avons déjà démarré cet effort d'investissement avec la Banque mondiale, avec le décaissement de 250 millions aujourd'hui qui sert de cadre, de pouvoir préparer le projet dans sa meilleure forme. Parce qu'il s'agit de former les gens qui vont construire ce barrage, ceux gens qui vont travailler. Donc, il y a une partie qui est essentielle de préparer les milieux dans lesquels le projet sera mené. Mais il y a d'autres grands projets. Aujourd'hui, on parle de couloirs, des corridors Lobito. Donc, on parle aussi de la ZLECAf et... La ZLECAf dans les cadres régionaux, mais il y a aussi aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la République l'a encore souligné très récemment dans les cadres des efforts pour la solution mondiale sur la question du climat, le couloir vert, voilà, Kivu-Kinshasa, qui est un couloir qui va apporter beaucoup dans le monde, mais aussi et surtout pour la République démocratique du Congo, une grande population qui se trouve dans ce couloir-là, que nous voulons servir au travers de ce projet. C'est tout comme le barrage Inga au niveau de la sous-région qui est très important. Bien sûr, un projet continental en réalité, parce que la RDC en elle-même a énormément de projets, des petits projets hydro dans le pays, mais le Inga est essentiellement un projet qui est destiné à servir les secteurs miniers qui est en grand besoin d'électricité et puis la région, bien sûr. Oui, d'électricité pour améliorer les chaînes de valeur et l'exploitation. Bien sûr, la transformation sur place dans le pays. Ouais. Très bien, Monsieur le ministre. Et donc, il s'agit là du climat des affaires. Nous sommes déjà entrés en plein dans le sujet du climat des affaires qui est au cœur de votre action. Quelles sont les réformes majeures que vous avez déjà engagées pour renforcer justement l'attractivité et la sécurité des investisseurs? Aujourd'hui, comme je le disais, conscient de la part qui est réservée au secteur privé dans l'effort du développement de notre pays, nous travaillons depuis déjà un bon moment et très récemment, nous avons remis encore en place notre matrice qui a été revisitée pour permettre justement à toutes les parties prenantes de pouvoir participer, privés, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, tout le monde a participé dans cet effort-là de la construction de cette matrice. Cette matrice aujourd'hui est mise en œuvre par tous nos ministres réformateurs qui, chacun dans son domaine, doit pouvoir opérationnaliser ces réformes pour que le signal soit donné au niveau du monde privé. Donc ça, c'est une chose, mais dans ça, donc, il y a tous les secteurs qui sont concernés. Au-delà de ça, donc, il y a aujourd'hui la révision du Code des investissements. Justement. Voilà, qui est, la révision du Code des investissements, quelle réforme dans le Code des investissements? Mais
ils vont nous dire, parce qu'ils sont Oui, juste ils en sont train en cours. de commencer le travail. Très Il y a bien. la politique nationale des climats des affaires aussi. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir une stratégie globale des climats des affaires que nous allons rimer avec le plan national stratégique de développement. D'accord. Et donc, la nouvelle feuille de route a été adoptée pour améliorer le climat des affaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les axes prioritaires, les objectifs attendus et les défis de sa mise en œuvre? La mise en œuvre aujourd'hui, c'est les moyens et aussi le renforcement des capacités. Le Donc, renforcement, ça c'est... Ah oui. voilà, nous avons besoin de renforcer les capacités de tous les administratifs. La formation. La formation, bien sûr. Nous voulons que les personnes qui sont face au secteur privé puissent être à même de le servir. Mais il y a aussi la réforme du guichet unique. Oui. Aujourd'hui, on travaille, il y a déjà le guichet unique pour la création d'entreprises dans les 72 heures, mais il y a aussi les guichets uniques du commerce extérieur qui permet de regrouper toutes les démarches vers un seul guichet qui permet d'aller plus vite. Et donc là, l'enjeu, c'est la numérisation. La numérisation aujourd'hui, qui est d'ailleurs, il y a le plan numérique, nouvelle version qui est en train de se mettre en place au niveau du pays. Donc voilà, il y a plusieurs réformes, si je puis me permettre, qui aujourd'hui vont permettre au secteur privé, en tout cas, de se retrouver dans notre pays où il y a plusieurs choses à... Et donc, qui vous accompagne dans cette avancée, dans cette structuration du climat? D'abord, le président de la République, parce que c'est lui l'artisan de ce travail de climat des affaires. C'est lui qui a donné toutes les impulsions nécessaires aujourd'hui. Et nous avons l'accompagnement de Madame la Première ministre qui est là pour nous donner l'énergie nécessaire pour que nous puissions continuer ces réformes parce que, encore une fois, c'est hyper important de pouvoir régler la question des climats des affaires pour le monde privé, pour qu'ils puissent investir parce que le montant est énorme. Et donc, nous ne pouvons pas, l'État doit pouvoir accompagner ces efforts-là. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les cadres aussi d'une des réformes, aujourd'hui, il y aura donc une structure qui va être mise en place dans les cadres d'investissement stratégique. Donc il y a le fonds d'investissement stratégique qui est en train d'être opérationnalisé aujourd'hui au pays, qui va avoir comme mission d'accompagner surtout des PPP, donc là où l'État va partir avec les secteurs privés. Donc c'est très important d'annoncer ça. Donc les secteurs privés, je crois que va bien recevoir cette nouvelle. D'accord. Et parmi les acteurs, quelle place vous accordez à la diaspora? Parce que je sais que la RDC veut changer le narratif du pays. Et je pense que la diaspora est la mieux placée pour parler de cette nouvelle image que vous voulez donner à la RDC. Quelle place vous accordez à la diaspora pour ce... Mais la place d'or. C'est notre âme, c'est ce que nous avons de mieux dans le monde qui sert d'autres pays, mais que nous voulons que cette diaspora puisse venir servir son pays. Donc aujourd'hui, j'ai parlé des renforcements de capacités, mais nous avons déjà d'autres capacités qui sont prêtes aujourd'hui à servir le pays. Voilà pourquoi nous pensons qu'ils ont une place essentielle pour notre pays. Nous allons d'ailleurs avoir des discussions avec la diaspora ici pour déjà leur informer, de donner des bonnes informations qu'elle peut avoir pour lui permettre de mieux se déployer. De mieux s'impliquer, de mieux se déployer dans le pays. Et dans surtout, le pays, pour la rassurer et, et puis pour bâtir des ponts, comme c'est le terme à la mode actuellement. C'est ça. Bâtir des ponts entre la RDC et les autres pays du monde. Et aider surtout à ceux qui peut-être ne comprennent pas toujours bien la RDC. Vous avez parlé du narratif. Nous avons besoin, pas seulement la diaspora, mais aussi les médias, d'ailleurs, parce que vous avez aussi la part de pouvoir contribuer à cet effort dont je parlais du développement durable. Il faut aussi que le monde, quand on parle des armes qui doivent se taire, la RDC, on doit entendre parler de cette situation qui doit rester dans les médias pour permettre à ce que le pays puisse laisser la guerre derrière et participer à l'essor de la région. Laisser la guerre derrière et participer à l'essor de la région, voilà qui nous ramène à l'actualité, Monsieur le ministre, au niveau de la conférence des Grands Lacs. Conférence des Grands Lacs à laquelle a participé le président Félix Tshisekedi à Paris le 30 octobre. Et après son départ de Paris, il y a eu la conférence des chefs d'État avec le sommet, j'ai du mal à prononcer ça, la CIRGL.
où le président de la RDC a pris le flambeau pour 2 ans, pour une présidence tournante. Ouais. Et donc, quel est le lien que vous faites entre ces 2 conférences et qu'est-ce que cela va apporter pour la République démocratique du Congo? Mais ça tombait bien parce que ça s'est passé à Paris et après en RDC. Donc je pense que c'est une belle opportunité et encore en voyant que c'est le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend en réalité le bâton avec son initiative, le cœur qu'il a pour la région. Donc vous imaginez qu'en 2019 déjà, c'est lui qui avait pris son bâton de pèlerin chez les voisins, les 9 voisins, pour leur dire arrêtons les hostilités et occupons-nous de nos populations à travers des projets structurants. Oui. Mais bon, malheureusement, très vite, 2022, fin 2021, 2022, voilà, un voisin s'est montré récalcitrant pour aller courir plus vers les vols de minéraux plutôt que de collaborer dans ce que le président avait proposé. Donc, cette opportunité nous donne justement la possibilité de pouvoir mettre en avant la question de la paix dans la région. Nous avons besoin de la paix. Nous avons tellement de ressources, c'est dit parmi ces priorités déjà, c'est que les ressources naturelles que nous avons doivent servir à la paix et non pas à la guerre. Donc nous voulons que les gens puissent... Donc on ne veut plus parler de minerais de sang. Non. Nous voulons des minéraux propres, des minéraux tout blancs qui permettent à ce que les régions, enfin même pas seulement notre région, mais aussi le monde entier puissent profiter de tout ce que la République démocratique du Congo peut donner. La solution, pays solution, nous avons osé le dire parce que nous pensons que nous avons suffisamment, mais il nous faut la paix. Mais vous avez déjà vu que nous ne nous plaignons pas parce que c'est un droit, la paix c'est un droit. Nous ne nous plaignons pas, nous voulons continuer notre marche vers le développement et nous voulons laisser constater, que le monde constate, comme ils l'ont vu, qu'en réalité, il y en a qui veulent arrêter l'effort des pays qui veulent pousser le monde à aller plus vite. On a parlé des ODD en 2030. Si on laisse la RDC à elle seule peut donner un élan magnifique pour elle, mais aussi pour la région. Alors, nous sommes au cœur justement de ce changement de narratif. Dans votre réponse, Monsieur le ministre, vous parlez de pays solution. Donc, RDC, terre d'opportunité, pays solution, le plus grand pays en Afrique centrale. Hein. C'est un pays continent, comme on l'appelle, où les défis se transforment en opportunités. Mais comment accompagner justement concrètement cette dynamique de transformation, Monsieur le ministre ? Écoutez, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un canal qui est déjà tracé, le plan national stratégique de développement du pays, avec 5 domaines essentiels de concentration. Nous avons la question de la diversification, parce que beaucoup ne connaissent la RDC que par les minéraux, mais nous avons plus que ça. Mais déjà, la diversification dans le secteur minier, mais aussi et surtout la diversification pour toucher d'autres secteurs, le secteur agro-industriel, nous avons le secteur du service, le tourisme. Donc, voilà, nous voulons cette diversification pour nous permettre de pouvoir absorber le chômage que nous avons dans les pays. Il y a aussi des infrastructures énormes dont nous avons besoin pour les pays, que ce soit au niveau de l'énergie, les routes, les ports. Voilà, il y en a tellement à réaliser dans notre pays. Donc, ils peuvent tous venir nous accompagner dans cet effort-là. La question de la gouvernance, au centre, je vous ai parlé ici des réformes continues. Et donc, nous voulons que la RDC soit le lieu où il faut être, the place to be. Donc, c'est très important pour nous. Les développements durables des provinces, j'ai parlé ici de partenariat responsable. Déjà, donc, la RDC se montre exemplaire. C'est que nous avons un programme. Donc, vous avez cité ici des 145 territoires initiés par le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Justement. Donc, voilà. Donc, développement durable des provinces, mais ici, nous allons encore plus bas, c'est-à-dire des territoires. Donc, nous avons 145 territoires dans notre pays. Et nous voulons de manière concomitante que les 145 territoires poussent le développement en même temps, mais dans des services de base, comme c'est dit. Donc, eau, électricité, l'école, la santé. Voilà, très important pour nous parce que nous estimons... Et la mobilité.
Et la mobilité, bien sûr, parce qu'il y a des routes qui devront être tracées, qui doivent rejoindre les grandes routes pour permettre une grande mobilité au niveau du pays. Et le pays tout seul va pouvoir aller. Et ça permet au secteur privé de pouvoir se lancer avec nous. Donc au moins, nous aurons commencé. Donc ça, c'est un programme très important qu'aujourd'hui, nous sommes en train, avec l'impulsion du président de la République et le soutien de Madame la Première ministre, nous essayons de pousser avec tous les collègues. Parce qu'en réalité, c'est un programme de tout le gouvernement aujourd'hui. Et chacun est en train de pousser de son côté pour faire en sorte que ce programme puisse sortir tous ses effets. Parce qu'en réalité, ça va résoudre plus ou moins la question des 10 à 12 objectifs de développement durable. Donc c'est déjà beaucoup comme effort que nous allons déployer. Voilà. Il y a le capital humain pour le 5e domaine. Donc comme j'ai dit, au niveau de la santé, couverture santé universelle aujourd'hui est en train d'être mise en place. L'assurance généralisée adoptée en Conseil des ministres qui va se développer après. Et puis vous avez le programme de la gratuité qui a commencé depuis 2020 en effectivité, qui se poursuit. Donc vous voyez, nous voulons mettre l'humain au centre de tous les efforts de notre pays. L'humain au centre de tout parce que la jeunesse francophone se trouve en RDC. Une grande partie, du monde se trouve là-bas et nous voulons lui donner toute la chance nécessaire pour qu'elle puisse contribuer à l'essor de notre pays, de la région et du monde. Oui. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur le programme national stratégique de développement que le PNSD. Oui. Alors, quelles sont les priorités de ces programmes, les secteurs clés et quel est le coût global de ce programme? Oui. Donc, comme je disais, 5 domaines de concentration, la diversification, les infrastructures, la gouvernance au niveau institutionnel, la question de développement durable de nos provinces et le capital humain. Donc, ce sont les champs au niveau desquels nous voulons nous concentrer. Et le paquet est grosso modo, donc c'est 93, je prends grosso modo 100 milliards pour les 5 années, donc ça veut dire à l'ordre de 20 milliards pour chaque année. Voilà, 93 pour 93 pour les 5 années, donc 2024-2028. Donc 2024 est derrière nous, donc on est plus ou moins à 20 milliards de besoins en termes de financement chaque année. Donc voilà pourquoi je disais au moins 46% est réservé pour les secteurs privés. Oui. Donc vous voyez que c'est quand même pas moindre comme portefeuille, donc qu'il faut que les secteurs privés puissent se saisir de ça. Alors, comment vous intégrez, Monsieur le ministre, le contenu local? Parce que c'est ça l'enjeu en Afrique, la transformation locale, le développement et l'imbrication des chaînes de valeur pour aller vers l'industrialisation. Et comment vous mettez ça dans votre programme national? Ben, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Tantôt, vous posiez la question sur comment accélérer justement le partenariat responsable. Oui. Donc, il fallait que je vous dise sur le plan institutionnel, donc au niveau des réformes et la confiance, parce qu'il faut redonner confiance au niveau de tous les partenaires qui viennent. Sur le plan financier, essayer de partager le risque, parce qu'il s'agit de ça. Le montant, il est suffisamment élevé pour qu'on puisse travailler sur des solutions innovantes qui sont en place. Mais il y a le point encore plus important, c'est l'humain. Donc, nous voulons que, quand on arrive à investir dans notre pays, que l'on puisse tenir compte de la question de formation. Il faut former les gens qui vont participer à l'investissement, mais aussi avoir un emploi décent qui permet aux gens de pouvoir vivre correctement dans leur vie, mais aussi laisser l'ancrage local, sur le plan local, laisser un investissement durable. Et d'entreprendre aussi. Hein. Voilà. Parce qu'on parle d'investissements, de gros investissements étrangers, des chefs d'entreprise, des succursales étrangères, mais qu'en est-il exactement des populations locales? Est-ce que le Code des investissements pense justement aux entrepreneurs locaux? Oui, bien sûr, dans le code minier. Donc, il y a déjà, voilà, c'est prévu le problème de travailler avec les locaux, donc comme on dit, la contenance local content. Donc, local content, exactement. Voilà, qui est là. Donc, il faut permettre à ce que la sous-traitance, donc c'est essentiellement la loi de la sous-traitance, qui doit permettre aux locaux de pouvoir servir des grandes entreprises pour profiter de ces marchés-là, pour pouvoir s'agrandir. Mais aussi les communautés, donc toujours prévu dans le code, c'est qu'il y a un reversement en termes de l'effort
pour préparer les générations futures, mais nous voulons que ça soit développé déjà maintenant. Et d'ailleurs, le ministère de Plan s'intéresse beaucoup à cet aspect-là. Nous voulons travailler sur la planification, justement, pour permettre à ce que ces communautés-là locales puissent avoir un plan précis pour essayer d'utiliser les fonds qu'elles sont en train de recevoir, qui sont quand même des fonds assez importants. Mais nous voulons structurer ça, organiser, pour que ça puisse avoir un impact réel dans la communauté. Vous avez modernisé, Monsieur le ministre, le suivi de l'action publique avec les outils MESAC et CISAC qui visent plus de transparence. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et puis, où en est-on aujourd'hui avec la lutte contre la corruption? Parce que c'est un risque justement pour l'investissement, le climat des affaires. Oui, le MESAC, c'est un système qui est en train de se mettre en place. Nous sommes dans la phase d'opérationnalisation. C'est déjà adopté au niveau du Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur quelques ministères pilotes, qui vont une dizaine de ministères. Donc, ça va permettre tout simplement, encore une fois, la question de la crédibilité. Oui. Donc, ça va permettre d'augmenter la confiance que le secteur privé peut avoir au niveau de l'État, parce que là, nous allons avoir une lisibilité digitale. Donc, le président de la République avec son écran, Excellence Madame la Première ministre aussi, mais chaque ministre va avoir son tableau de bord qui va lui permettre d'avoir tous les signaux en termes de suivi et évaluation de chacun dans ses attributions. Donc aujourd'hui, chacun a reçu sa feuille de route, chacun un travail a été fait pour que qu'on puisse créer des activités par rapport aux exigences demandées par Madame la Première ministre, couler en termes d'actions et activités, et c'est cela qui vont être placés au niveau de l'outil, cet outil digital, le CISAG, pour permettre justement d'avoir tous les signaux nécessaires pour nous faire des avancées. Les budgets seront incorporés là-dedans pour aussi avoir un jugement plutôt objectif dans le travail qui est fait au niveau du gouvernement et que la population peut suivre. Donc, ça dépendra maintenant au niveau de la chef du gouvernement de décider le niveau de visibilité de ce travail. Mais en tout cas, c'est une question de la redevabilité et ça va nous permettre d'affiner notre sujet de la discipline budgétaire, qui est essentielle pour nous, pour que nous puissions mettre le privé en confiance dans l'exécution de budgets essentiels. Alors, transparence au niveau de l'action gouvernementale. Bien sûr, la transparence. Au niveau des différentes administrations, comment cela va-t-il se passer? Oui, au niveau de l'administration, en fait, c'est une plateforme qui va prendre de l'ampleur. D'accord. OK. Et vous posiez la question sur la corruption. Nous allons vers là, nous allons vers la dématérialisation. Vous savez que la question de la corruption, c'est une question qui concerne le monde entier. Bien sûr. La seule façon de lutter contre ça, c'est la meilleure gouvernance, essayer d'aller vers le digital, dématérialiser pour permettre à ce que qu'on puisse éviter ce contact humain et laisser le système pouvoir prendre en charge les processus qui sont établis dans différents ministères. Donc là aussi, comme je vous ai dit, la question des capacités va être vraiment centrale dans ça, parce qu'il faut mettre toute une administration et aujourd'hui, nous sommes dans des réformes au niveau de la fonction publique, un travail important qui est en train déjà d'être fait depuis un moment, et nous allons vers le digital, donc pour que toutes ces personnes puissent entrer en possession de ces capacités-là qui vont leur permettre de mieux servir les concitoyens, mais aussi le monde des affaires. Et aussi le monde des affaires. Donc, merci, Monsieur le ministre, pour vos éclairages. Et avant de vous quitter, je veux annoncer donc, les side events en anglais, donc les événements parallèles. Que l'ANAPI, les événements parallèles, merci, que l'ANAPI organise. Il s'agit, donc vous serez présent, je pense, au Forum d'affaires RDC France Invest in DRC au Salon Hoche, ce sera le vendredi 21, je pense. Et aussi en partenariat avec Business France et aussi une rencontre avec la diaspora que vous aviez annoncée en début d'émission. Et donc, Monsieur le ministre, je vous dis merci. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur Guilain Nyembo Mouizia, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement de la RDC. Nous avons été ravis de vous recevoir sur le plateau de l'entretien du jour sur Global Africa Télé Sud. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi l'entretien du jour. À nous revoir à très bientôt pour une nouvelle édition. Restez connectés sur Global Africa Télé Sud. Au revoir.